Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition que nous débutons par ce message de félicitations du président de la République par intérim au tout nouveau président français. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, votre élection à la présidence de la République m'offre une heureuse occasion de vous présenter au nom du peuple et des institutions du Mali ainsi qu'à mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations. Ce choix traduit l'adhésion du peuple français aux idées que vous incarnez et la reconnaissance de vos éminentes qualités. En cette circonstance, je voudrais vous faire part de ma totale disponibilité à œuvrer au renforcement des liens historiques d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la France et le Mali. En vous souhaitant beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission, je forme des vœux ardents de bonne santé, de bonheur et de prospérité pour vous-même et pour le peuple français. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération. Signé le Président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Série d'audience ce mardi à Koulouba, le Président de la République par intérim a reçu successivement le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le collectif des élus du Nord, et le ministre ivoirien de l'intégration africaine. Avec eux, il a été question de la situation politique et surtout de la question du nord du pays. Amadou Sankaré, compte rendu. C'est en compagnie de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale que le premier vice-président de l'institution, Younousi Touré, a été reçu par le président de la République par intérim. Les députés étaient venus d'abord réaffirmer leur soutien au professeur Dioncounda Traoré pour sa mission à la tête de l'État et ensuite réitérer la volonté de l'Assemblée nationale à accompagner les nouvelles autorités dans l'atteinte de leurs objectifs. Nous sommes venus dire au président de la République par intérim que l'Assemblée nationale est prête à jouer sa partition dans la recherche de solutions, n'est-ce pas, à la crise que le pays traverse. Nous avons eu à parler bien entendu de la crise qui a amené la scission de notre pays. Et nous avons dit qu'il est absolument indispensable qu'il y ait l'union sacrée des Maliens pour faire face à la réunification de notre pays. On a atteint les Maliens dans leur chair, on les a atteints dans leur culture, et ces événements qui se sont passés à Tombouctou, nous les condamnons fermement. La deuxième audience est celle accordée au ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bictogo. Le ministre ivoirien était venu échanger avec le président de la République sur les conclusions issues du sommet de Dakar consacré au Mali. Nous déplorons donc les incidents, les affrontements de ces derniers jours. Et si nous nous en référons au communiqué de la CEDEAO, il a été clairement dit que la CEDEAO condamne et prendra toute disposition contre tous ceux qui essaieront de déstabiliser donc la transition. Donc nous déplorons, mais surtout nous déplorons la situation dans le Nord. Et c'est pour cela que la CEDEAO est mobilisée, déterminée pour que, avec le Mali, ensemble, nous trouvions les moyens de pouvoir régler la situation du Nord, parce que nos parents dans le Nord souffrent, et c'est cela qui est important. Mais pour cela, il faut que la solidarité et l'union au niveau de Bamako permettent donc, comme un seul homme, que tous les Maliens unis puissent aller donc régler le problème du Nord. Enfin, le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a reçu le collectif des élus du nord du Mali. Dans une déclaration commune, ils invitent la CEDEAO à intervenir très rapidement pour libérer le nord du Mali. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a reçu en audience hier le collectif des élus du Nord préoccupés par la situation que vivent les populations du Septentrion. Ils se disent prêts à accompagner les autorités pour une sortie de crise. Le collectif des élus du Nord a ainsi remis au Premier ministre un document qui retrace la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra.
Ils sont députés, maires, conseillers municipaux, élus des collectivités territoriales issus de tous les partis politiques du nord de notre pays a rencontré le Premier ministre ce lundi pour parler de la situation sécuritaire dans le septentrion malien. Le collectif des élus du nord a élaboré un document dont une copie a été remise au chef du gouvernement. Ce document est intitulé « Appel des élus sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le nord du Mali ». C'est là face aux cris de détresse des populations qui deviennent de plus en plus croissants. Aujourd'hui, nous sommes inquiets, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la lenteur dans les actions. Les populations seront dans une situation difficile dans quelques temps. Qu'en est-il des couloirs humanitaires? C'est une question. Concernant l'aide apportée, nos préoccupations sont de 3 ordres. L'acheminement pour atteindre les vrais bénéficiaires, car les occupants sont maîtres du terrain et peuvent en disposer. La deuxième crainte est que ce stock ne permette aux occupants de mieux s'implanter, car les populations alimentées seront dociles. Que faut-il faire? Il est important de retenir dans le cadre de l'assistance humanitaire, en plus des produits alimentaires et médicaux, une dotation des paysans pour la campagne agricole en semences, intrants agricoles et carburants. Le collectif des élus du Nord a attiré l'attention des autorités sur les catégories de populations à assister. Il s'agit des réfugiés qui sont aux frontières dans les pays voisins, les déplacés dans les régions et dans les grandes villes, entre autres. Le souci du collectif est d'autant plus grand que les djihadistes et les rebelles du MNLA sont en train de mieux s'implanter et d'avoir des adhésions à leurs idées. Les occupants sont en train de procéder à des nominations, même de nouveaux chefs de village, créant une haine entre les familles et du coup, ils se font d'autres soutiens. Le Premier ministre, qui avait tant besoin d'entendre les élus, s'est dit prêt à apporter une assistance humanitaire à nos populations du Nord. J'ai confiance, à mon sens, n'est-ce pas, de l'équité et à mon sens surtout de l'unité nationale. Si ça ne tient qu'à moi, je veux envoyer à Gao tous les jours un camion de 40 tonnes de vivres, et cela au moins pendant 10 jours. Pour Tombouctou, je veux envoyer un camion de 30 tonnes tous les jours pendant 10 jours. Pour Ansongo, pour Menaka, pour Kidal, je veux envoyer des shipments qui vont de l'ordre de 20 à 25 tonnes tous les jours, et cela pendant 10 jours. J'ai déjà tout ça et plus qui est stocké ici. Je veux envoyer des vivres dans la région de Mopti, surtout à Mopti, qui est la zone tampon, où il y a beaucoup de nos parents qui viennent, qu'ils aient des familles ou pas, qui sont là-bas. Il faut que nous puissions mettre en place un stock pour que ces gens-là puissent avoir accès à la nourriture. Quant à l'acheminement des vivres aux populations, les élus sont prêts à réfléchir sur les stratégies à adopter. Malgré la situation qui prévaut dans notre pays, il n'y aura pas de flambée de prix des denrées de première nécessité. Et mieux, l'approvisionnement des populations se fera correctement. Cette déclaration est du collectif des opérateurs économiques des produits de première nécessité, collectif qui a été reçu en audience aujourd'hui par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Le Premier ministre qui a également reçu en audience un consultant sud-africain chargé des banques. Le compte-rendu des 2 audiences avec Alpha Maïga. Autour de cette table, le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra, avec une forte délégation d'opérateurs économiques importateurs de produits de première nécessité. La rencontre se tient à un moment où le Mali vit une situation délicate. Ainsi, flambée de prix, approvisionnement correct des populations en denrées de première nécessité, des sujets au centre des échanges. Nous avons assuré le Premier ministre qu'il n'y aura pas de rupture. Nous allons continuer à faire notre boulot. En retour, le collectif s'est beaucoup réjoui des propos très fermes tenus par le Premier ministre. Propos qui visent surtout à faire du collectif un partenaire pour le bonheur des consommateurs maliens. Il a déjà compris les idées, il a déjà assuré les gens la manière de travailler librement, pas coup par coup, pas de favoritisme, surtout dans le domaine des affaires. Ce qui empêche souvent, c'est le favoritisme. Je crois que M. le Premier ministre vient de dire ce qui nous concerne. Tout le monde sera traité à la même chose. Et donc, qui favorise l'importation et l'exportation
dans l'acquitté. Autre temps fort de la rencontre, c'est la présentation au collectif par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra d'un partenaire. Il s'agit d'un consultant au niveau des banques sud-africaines chargé d'ouvrir d'autres opportunités au collectif. Les banques m'ont recommandé pour que je vienne voir le Premier ministre et aussi expliquer au Premier ministre qu'il est possible de faire l'initiation pareille. Donc on a des banques qui sont prêtes à mettre des lignes de refinancement pour les banques maliennes pour l'importation des denrées de première nécessité, à savoir les riz, le sucre, la farine et l'huile. Au terme des échanges, le collectif d'opérateurs économiques importateurs de produits de première nécessité a rassuré le Premier ministre de son soutien total. L'ORTM reçoit enfin la visite d'une personnalité, en l'occurrence le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, une visite de prise de contact qui intervient à un moment où les travailleurs de l'Office ont le moral bas à cause des événements du 22 mars et du 30 avril dernier qui ont causé d'énormes dégâts. D'ailleurs, le ministre de la Communication a pu constater de visu les conséquences des attaques dont l'ORTM a été victime. Le reportage de Ibrahima Traoré. Voici à quoi ressemble l'Office de radiodiffusion télévision nationale du Mali après les événements du 22 mars et du 30 avril dernier. L'enceinte de l'ORTM, qui était transformée en un véritable champ de bataille, est devenue aujourd'hui une maison fantôme, vidée quasiment de tout. De la désolation, jugez-en vous-même. Des traces de balles sur les murs et souvent jusque dans le bureau complètement saccagé, des portes défoncées, des véhicules criblés de balles, des ordinateurs portables et des motos volées. L'on note aussi le matériel technique endommagé, surtout le moral du personnel qui se trouve au talent. Mais passion du service public oblige, les agents ont tenu à braver cette situation difficile pour assurer toujours les services minimums. Nous vous assurons que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à relever les défis qui sont les vôtres. Je veux parler de vous aider à recouvrer l'intégrité territoriale, à organiser dans de bonnes conditions des élections libres, crédibles et transparentes. Le comité syndical a saisi cette opportunité pour attirer l'attention du ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies sur les conditions actuelles de travail du personnel. La situation elle est claire. Aujourd'hui, elle nous demande une nouvelle situation, une nouvelle condition de vie. Nous avons besoin d'une prime qui protège les travailleurs. Cette nouvelle prime doit naître. Une prime conséquente pour protéger les travailleurs de l'ORTM. Nous sommes prêts à aider la direction et le ministère et toute l'administration en place tant que vous voulez nous aider. Mais si vous ne voulez pas nous aider, nous ne vous aiderons pas. J'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit, mais ce que je dirais surtout au gouvernement, votre engagement va au-delà des primes. Vous n'avez pas attendu des primes pour braver les dangers, vous n'avez pas attendu des primes pour prendre des risques. Rester ici dans des conditions très difficiles. Vous avez vécu des situations inédites parce que vous occupez un travail central. L'ORTM, on ne le dira jamais assez, c'est un endroit stratégique. C'est pour cela qu'il est important pour tout le monde. Il est aussi important, l'ORTM, pour nos amis, pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diaspora. C'est par l'ORTM que les gens sentent battre le pouls du Mali. Et c'est à travers l'ORTM également que vous sentez des inquiétudes. Le ministre Touré, accompagné du chef d'état-major de la Garde nationale, rassure que des dispositions nécessaires sont désormais prises pour que le personnel de l'ORTM puisse travailler en toute quiétude. Et le plus important, selon le porte-parole du gouvernement, réside dans la bonne collaboration avec ceux qui sont chargés de la sécurité des uns et des autres. L'ORTM est revenu. Et les militaires se sont engagés à assurer votre sécurité et à vous donner les conditions adéquates de travail. Et nous nous fions aux forces de sécurité, aux forces armées et de sécurité pour assurer notre sécurité. Comme leur nom l'indique, c'est leur devoir premier d'assurer notre sécurité. Mais nous aussi, faisons attention, contribuons à protéger notre sécurité. Il faut également que parfois nous soyons des citoyens disciplinés. Il y a des contrôles. Il faut que nous concilions un double impératif. Le premier impératif, c'est la sécurité.
Le second impératif, c'est la nécessité pour vous d'exercer votre métier dans les conditions idéales. Mais les deux impératifs se rejoignent parce qu'on ne peut pas travailler sans sécurité. En attendant les actions concrètes, l'ORTM, à la limite de ses moyens, poursuit sa mission, toujours avec la passion du service public. Tout à fait, Ibrahima Traoré. Nous poursuivons avec ce communiqué de presse. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rendu une visite de courtoisie hier à la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. À travers ces différentes visites, le ministre Malik Coulibaly a sollicité conseil, appui et accompagnement auprès des responsables de ces deux institutions judiciaires. Au cours de ces visites, le ministre Malik Coulibaly a bénéficié des sages conseils des membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Le nouveau garde des Sceaux a été rassuré de l'appui et de l'accompagnement des membres de ces deux institutions pour un meilleur accomplissement des missions qui lui sont assignées. Ce communiqué de presse, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile porte à la connaissance du public qu'il lui a été donné de constater que de plus en plus de véhicules circulent actuellement sans aucune plaque d'immatriculation à l'intérieur des villes et sur les axes routiers. Face à ce phénomène qui constitue un danger pour la vie des populations, les services de sécurité entreprendront à partir du 18 mai 2012 une vaste opération de contrôle des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, y compris la mise en fourrière des véhicules avant cette date. Les propriétaires de véhicules non dédouanés et à immatriculation CH sont invités à les apposer en caractère lisible et visible pour permettre de les identifier. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension et l'esprit civique des usagers de la circulation. Le collectif des ressortissants du Nord vole au secours de leurs frères au nord du pays. Il leur a réparti hier une importante quantité de vivres. Il s'agit bien sûr des populations des régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Une cérémonie de remise qui a été couplée à l'inauguration du siège du Coran situé à Bakodji-Koroni, non loin du 15e arrondissement. Mohamed Yara, compte rendu. L'heure de poser des actes concrets a sonné pour le collectif des ressortissants du Nord. À travers cette cérémonie, le pont s'établit entre le Coran et les populations vivant au Nord dans la souffrance et le dénuement total. Cette importante quantité de vivres, de fournitures scolaires et d'habits a été réceptionnée par les coordinations et associations des régions Nord. Elle sera acheminée dans un bref délai aux populations du Nord. Le geste a tout son sens. Il était impératif pour nous, ressortissants, de faire un geste. Et nous allons continuer à faire ce geste, à se mobiliser et à rassembler afin que nos populations souffrent le moins. Nous sommes d'abord les principaux concernés. Nous faisons notre partition, l'État fera sa partition à part. À la date du 7 mai 2012, le Coran a pu mobiliser quelques 24 millions de francs CFA. La présente cérémonie a enregistré aussi des dons en espèces. Pour en arriver là, ce sont des partenaires qui ont pris conscience de la situation que vivent nos compatriotes dans le septentrion. L'urgence étant la construction et la mise en place d'un programme politique avec des institutions fortes et des dirigeants intègres et compétents afin de mettre fin de façon durable et définitive aux rébellions et aux agissements des bandes armées ainsi qu'à l'ingérence répétée des puissances étrangères sur notre territoire. Par ce geste, les bénéficiaires sont rassurés qu'ils ne sont pas oubliés. D'une pierre, deux coups, c'est ce qu'ont fait les responsables du Coran. Procéder à la répartition des vivres et inaugurer le siège du Coran. Le Coran compte organiser dans les jours à venir un téléthon. Les fonds collectés seront destinés aux populations du nord du Mali. Solidarité toujours aux populations du nord du pays. Le geste est de la Fondation Orange Mali et il a été évalué à 50 millions de francs CFA. Le chèque a été remis au programme alimentaire mondial. Là-dessus, le compte rendu de Abdelrahman Meiga. Par ce chèque de 50 millions de francs CFA, la Fondation Orange Mali apporte une assistance à 8000 personnes déplacées internes pendant un mois. Ce geste de solidarité s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la Fondation Orange Mali en 2006 pour accompagner les plus hautes autorités dans leur combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il s'agit à travers ce acte de permettre au programme alimentaire mondial d'apporter une aide alimentaire d'urgence aux populations victimes de la rébellion Touareg.
Impuissantes face à cette situation, ces personnes déplacées se trouvent dans un dénuement total. Elles vivent dans des conditions précaires, difficiles, et elles ont faim. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester insensibles face à cette situation. La contribution sera complétée par le PAM pour faire donc la ration alimentaire dans tout son ensemble par 32 tonnes de l'huile végétale, des légumes et de sel, donc un apport qui est environ de la même valeur de ces donations. Pour consolider cette union, le programme alimentaire mondial signera dans les prochains jours, selon son représentant intérimaire, avec la Fondation Orange, un cadre de collaboration. Accord qui permettra d'apporter une assistance à 9000 ménages vulnérables identifiés par le système d'alerte précoce comme étant en situation économique difficile suite à la sécheresse. Le gouvernement jouera son rôle. Il apportera ce qu'il peut apporter à travers les fonds de l'État, à travers la coopération bilatérale avec ses amis qui commencent déjà à nous faire des gestes. Mais il appartient à tout un chacun de nous de montrer aussi cette solidarité et de la magnifier par ces espèces de dons que le ministère, en tout cas, s'engagera aujourd'hui à faire parvenir aux populations nécessiteuses. Avec la concrétisation d'une telle initiative, ce geste de solidarité de la Fondation Orange ne peut être qu'un ouf de soulagement pour les 320 000 personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Des populations qui n'attendent que la multiplication de ce genre d'initiative pour être à l'abri de la famine. Cet autre communiqué de presse suite à la condamnation par le gouvernement du Mali de la profanation du mausolée Sidi Mahamoud inscrit avec 15 autres sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Diallo Fadima Touré, a écrit à la directrice générale de l'UNESCO pour l'inviter à prendre une position énergique et immédiate contre de tels actes de vandalisme. Le ministre se félicite que la directrice générale de l'UNESCO ait immédiatement réagi dans le sens souhaité, se levant contre ces agissements inacceptables et en violation des valeurs de tolérance professées par l'islam. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme salue l'attitude des populations de Tombouctou, Gao et Kidal pour leurs efforts en vue de la protection des biens, notamment les ruines des Souks et le tombeau des Askia. De même, le ministre invite les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières à veiller à la protection de ces biens attestant de l'identité et de la dignité du peuple malien dans sa diversité. Le Mali, rappelle-t-on, est signataire de plusieurs instruments internationaux culturels, dont la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention concernant la protection du patrimoine culturel immatériel, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, fait à Bamako le 8 mai 2012, le ministre Diallo Fadima Touré, ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Suite donc à la profanation du mausolée Sidi Mahamoud, les leaders religieux musulmans ont exprimé ce matin leur mécontentement à travers une rencontre qui s'est tenue au CICB, le compte-rendu de Bourama Traoré. Le Mali n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un en matière d'islam. Les leaders religieux réagissent ainsi contre la profanation de certaines tombes à Tombouctou par les bandits armés. Sans conteste, ces actes foulent aux pieds les préceptes de l'islam. Ce qui se passe à Tombouctou nous fait du mal. Et la profanation des tombeaux à Tombouctou, empêcher les Tombouctoutiens de faire leur ziyara, cela veut dire les visites des tombeaux, ça c'est des actes que personne au Mali, surtout quand on est religieux, on ne doit pas se taire sur ça. Pour les leaders religieux musulmans, pas question que ces actes anti-religieux se reproduisent au Mali. Selon eux, l'islam est une religion de tolérance, de paix et de solidarité. Rien ne saurait donc justifier la profanation des tombes à Tombouctou, une ville islamique par excellence. Il faut que les Maliens s'unissent pour aider notre gouvernement et notre armée pour mettre fin à l'occupation du Nord. Mais tant qu'il y a l'occupation du Nord, la profanation va continuer parce que chaque fois
qu'ils prennent une ville ou un village, s'il y a des tombeaux de saints, ça sera profané et ça va continuer. Face à la situation actuelle du Mali, il faut changer de fusil d'épaule. Si l'on en croit les leaders religieux musulmans, l'heure n'est plus au beau discours mais à la recherche d'une solution concrète au conflit. On ne va pas toujours condamner. Il faut libérer le Nord. Il faut libérer le Nord. Parce qu'on a tellement parlé. On ne fait que faire des marches, de ceci, cela. On voit des élans de solidarité de toutes sortes. Mais jusqu'à présent, le Nord est entre les mains des choses. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que fait le président par intérim? Nous, on attend des preuves de leur bonne foi. Et vraiment, il ne faut pas qu'on nous arrose d'illusions. Il est grand temps de libérer le Nord. Comme à l'accoutumée, les leaders religieux musulmans se sont quittés sur une séance de prière pour la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Actualité régionale avec ce appui financier de plus de 2 millions de nos francs et du matériel d'embauche bovine aux promoteurs de la maison familiale de Dandoli, c'est dans le cercle de Bandiagara. Ce geste de l'ANPE s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux promoteurs de projets d'embauche bovine. De Mopti, le reportage de Yacouba Maïga. La mobilisation était au rendez-vous en cet après-midi du vendredi 4 mai 2012 à Dandoli, une localité située à environ une dizaine de kilomètres de Bandiagara. Et le jeu en vaut la chandelle puisqu'il s'agit là pour les auditeurs de la maison familiale de recevoir de la part de l'Agence nationale pour l'emploi un appui financier de 2 100 000 francs CFA et du matériel pour développer leur activité d'embauche bovine. Cette activité d'embauche bovine vise essentiellement deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'insertion socio-professionnelle des membres de la maison de Dandoli. Et aussi, ça s'inscrit dans le cadre de la synergie d'action entre les structures du département. Le cycle de l'embauche bovine, qui est d'une durée de 3 mois, devrait permettre aux bénéficiaires de renouveler l'activité 4 fois pendant la durée de l'opération. Nous sommes dans la formation, surtout la formation professionnelle. Nous formons des jeunes, des adultes au niveau des villages. C'est pour leur permettre de rester dans leur milieu de vie. C'est-à-dire nous souhaiterons que les jeunes qui partent en exode, qui retournent dans leur milieu, dans leur village, pour vraiment avoir une sens par rapport aux activités que les parents menaient d'habitude. Donc cet appui, c'est pour vraiment insérer ces jeunes-là. Cela fera un plus dans ce que nous avons, puisque cela va améliorer, va booster un peu les activités qu'ils sont en train de mener. Cet appui financier de 2 100 000 francs CFA mis à la disposition des auditeurs de la maison familiale de Dandoli sera remboursé de façon séquentielle pendant 20 mois et débutera 3 mois après le démarrage de l'activité d'embauche bovine. Ce communiqué officiel du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Koulibaly, qui a effectué hier après-midi au siège du Haut Conseil islamique une visite de courtoisie et de prise de contact avec les chefs et représentants des confessions religieuses du Mali, en l'occurrence musulmanes, catholiques et protestantes. Pour la circonstance, les chefs des 3 confessions religieuses, El Hadj Mahmoud Diko, Monseigneur Jean Zerbo et le pasteur Kassoum Keita ont félicité le ministre pour sa nomination à la tête du ministère ayant en charge les affaires religieuses. Ils ont exprimé leur disponibilité à collaborer étroitement avec le département dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la quiétude des populations. Enfin, les responsables des 3 confessions religieuses du Mali se sont engagés à faire des prières pour le retour de la paix et de la stabilité dans le pays pour la réussite de la mission qui a été assignée au ministre. Prise de contact également du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec les acteurs du monde rural de la 4e région. Cette visite du ministre est également une mission préparatoire de la campagne agricole 2012-2013. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il a eu une rencontre avec les producteurs de la CMDT et de l'Office du Niger. Le compte-rendu depuis Ségou de Dougoufana Traoré. Pour cette deuxième étape de sa visite, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en compagnie du président de l'APECAM et du gouverneur de Ségou, a tout d'abord rencontré le personnel de l'Office du Niger pour une brève présentation de l'entreprise.
Ce géant risicole du Mali, de sa création en 1932 en 2012, a connu plusieurs mutations afin de le rendre plus opérationnel. Selon le PDG Amadou Bouyi Koulibaly, il s'agit aujourd'hui de donner à l'Office du Niger tous les moyens tendant à le rendre l'un des moteurs du développement du Mali. Et cela passe par la riziculture, l'élevage, la pêche, le maraîchage, entre autres. Après 2 jours de mission en zone Office du Niger, le ministre Moussa Léo Sidibé s'est fait une idée des préoccupations des producteurs et de l'encadrement de l'Office. Aujourd'hui, il se profile à l'Office du Niger le partage du foncier entre les grands agriculteurs, ce qu'on appelle l'agriculture industrielle, et les petits producteurs. Alors, il y a beaucoup de difficultés à acquérir les terres au profit des grands agriculteurs sans tomber un peu dans la politique de ce que certains ont appelé l'accaparement des terres. Mais si on en juge un peu la consistance des baux qui ont été donnés, je peux affirmer qu'il n'y a pas eu de vente de terres, il y a eu seulement des locations de terres à des gens qui sont prêts et qui ont les moyens de les mettre en valeur. Ces terres peuvent encore redevenir la propriété de l'Office du Niger si ces baux arrivaient à leur terme. Autre message clé du gouvernement de transition, c'est de produire plus cette année compte tenu des problèmes que vit le nord du Mali. Cela passe par un engagement sans faille des nouveaux cadres du département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Monsieur le Premier ministre nous a instruit de dire aux Maliens de faire toujours un pas en avant, de ne jamais faire un pas en arrière. Quelles que soient les difficultés, faisons un pas en avant et je suis venu exhorter les chercheurs, les producteurs et l'encadrement de l'Office du Niger à faire toujours ce pas en avant dans l'intérêt du pays. Au cours de cette mission, le ministre Moussa Léo Sidibé a visité le barrage réhabilité de Markala, la ferme de l'opérateur privé Modibo Keita, les parcelles de contre-saison de riz à Béouané, l'ouvrage régulateur du point B à Molodo, le centre piscicole de Molodo, le programme d'amélioration de la race bovine à Nyono. À Nyono, tout comme à Ségou, le ministre a rencontré les producteurs et les cadres de l'Office du Niger et ceux de l'Office Iris Ségou pour leur réitérer le message du gouvernement du maintien du prix des intrants agricoles et du prix du coton graine à ceux de l'année passée, 255 francs le kilogramme de coton et le sac de 50 kg d'engrais à 12 500 francs. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent avec tout de suite le 139e numéro de Cybernétique. C'est avec Ibrahima Traoré et toute son équipe. Merci et à demain 20h, s'il plaît à Dieu.